Bonsoir à tous, vous regardez C'est demain, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Nous commençons tout de suite avec la visite de la reine du Danemark en Chine. En effet, la reine du Danemark a visité le mémorial des victimes du Nanjing accompagnée de son époux, le prince Henrik. Le couple a été impressionné par une vieille photo de Bernard Harpsingberg, un Danois qui a offert son soutien aux réfugiés chinois durant l'invasion japonaise en Chine. Le directeur du mémorial a déclaré que Harpsingberg travaillait dans une usine de ciment quand la guerre a éclaté. Il est reconnu pour avoir sauvé plus de 20 000 Chinois en leur donnant à manger et un toit. La reine a déclaré, je cite, « Le mémorial a enregistré la partie la plus sombre de l'histoire. » Elle a ajouté que les peuples ne pouvaient pas changer le passé, mais qu'ils pouvaient en tirer des leçons et, plus important, que les peuples devraient se tourner vers l'avenir. Lors de sa visite, Margaret II a aussi rencontré un survivant du massacre. Le vieil homme a dit à la reine que c'est grâce à Bernard Harpsingberg si lui et sa famille ont survécu. Le couple a aussi arrosé un arbre pour symboliser la paix et a aussi déposé une rose jaune. Le premier trimestre a été dur pour les aciéries chinoises, le pire trimestre depuis 14 ans, avec des pertes de 2,4 milliards de yuans. C'est ce que fait savoir l'Association chinoise du fer et de l'acier lundi. L'organisation dit cependant que la production d'acier ne ralentit pas malgré une demande atone et des stocks importants. L'industrie chinoise de l'acier doit encore émerger d'un hiver noir, malgré l'arrivée du printemps. L'indice des prix de l'acier CSPI a chuté de plus de 11% à 94,8 points au premier trimestre. Le premier trimestre de cette année a été le plus difficile pour l'industrie chinoise de l'acier depuis le début du siècle. Nous avons ressenti un grand froid. Mais les problèmes n'empêchent pas les aciéries de tourner à plein régime. L'industrie devrait connaître un excédent de 800 millions de tonnes cette année, mais la plupart des produits sont de mauvaise qualité. Zhang dit que même s'il y a eu 7% d'augmentation dans les investissements privés, ces investissements n'ont servi qu'à la production d'acier de mauvaise qualité. Nous avons vu des choses étranges. Il y a de nouvelles aciéries malgré la surcapacité. Les aciéries locales utilisent des matériaux bon marché. Toutefois, le marché est important pour l'acier de mauvaise qualité. On estime que le pays en utilise 70 millions de tonnes. C'est la principale raison pour laquelle les bâtiments s'effondrent. Les autorités devraient prendre des mesures. Les analystes disent que le cœur du problème est que les gouvernements locaux n'ont pas mis en œuvre les lois et règlements en la matière, car la fermeture d'une aciérie signifie toujours des pertes d'emplois et d'impôts. L'association anticipe la demande en avril en raison de facteurs saisonniers et d'un package de mesures du gouvernement. Mais le prix de l'acier ne devrait pas augmenter et le coût de la production devrait en revanche encore augmenter en raison des mesures prises contre les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre la pollution. Le régulateur boursier a dévoilé la semaine dernière une liste de candidats préliminaires à une introduction en bourse. Cette annonce signe la fin de la suspension des introductions en bourse qui avait duré plus d'une année. Les opérateurs de marché montrent des signes de nervosité. Le gendarme boursier a dévoilé la semaine dernière les dossiers de 122 entreprises candidates à une introduction. Suite à cette annonce, l'indice composite de Shanghai a perdu 3% par rapport à la semaine précédente, tandis que l'indice composite de Shenzhen a lui reculé de 1,8%. Le marché des entreprises de croissance a été le plus touché avec un déclin de 6%. Les gens sont inquiets que les introductions ne pompent d'où l'argent du marché, mais la situation est cette fois différente. Après la réforme des introductions de 2013, les annonces préliminaires ont désormais lieu peu après le premier examen de l'organisme de contrôle. C'est beaucoup plus tôt qu'avant, donc je pense que ces craintes sont excessives. Avant la réforme de l'an dernier, les annonces préliminaires étaient effectuées un mois seulement avant l'introduction. Mais désormais, au moins 6 mois doivent s'écouler entre l'annonce préliminaire et l'introduction. Cela signifie que les demandes d'introduction dévoilées à la semaine dernière ne vont pas se concrétiser avant l'automne. Le courtier chinois Cities Securities prédit que plus de 200 entreprises vont lever jusqu'à 600 milliards de yuan d'ici la fin de l'année.
Un autre analyste estime que cela pourrait avoir pour conséquence un affaiblissement des marchés. La liquidité va changer actuellement. Aucun fonds supplémentaire ne vient sur le marché, donc celui-ci ne peut pas se renforcer. Il va par conséquent souffrir à nouveau si une grande quantité de fonds part vers les introductions. Les analystes sont nombreux à estimer que l'indice composite de Shanghai va passer sous le seuil psychologique des 2000 points pendant la semaine. Environ 600 entreprises sont sur liste d'attente pour une introduction en bourse. Les experts affirment que même si aucun nouveau candidat ne se présente, il faudra au moins 2 ans pour que toutes les entreprises en attente puissent entrer en bourse. Les choses ne se passent pas aussi bien que prévu pour ceux qui pensaient que l'or était un investissement solide et qui s'étaient procuré une grande quantité du métal précieux l'année dernière, lorsque les prix étaient bas. Tout de suite, plus de détails. Madame Wang est une retraitée vivant à Beijing et l'année dernière, elle a acheté pour investir 100 grammes d'or à 320 yuan le gramme. Madame Wang souhaitait transformer son investissement en liquide cette année avant d'apprendre que le prix était tombé à un niveau encore plus bas que celui de l'année dernière et qu'elle avait perdu 6 000 yuan. Au lieu de changer l'or en argent, elle a acheté encore plus d'or afin de baisser la moyenne de son investissement. Je pense que le niveau du prix actuel est très bon et très sûr, donc je vais en acheter plus. Un certain nombre d'autres personnes cherchent également à compenser la perte de leurs investissements. Mais les analystes avertissent que les fondamentaux n'ont pas changé et que le prix de l'or pourrait encore chuter. La raison principale de la chute du prix de l'or est le rétablissement économique continu des États-Unis et la sortie progressive de crise de l'Union européenne et de la Grèce. Les investisseurs estiment que l'argent réel a des appuis solides. Mais davantage d'inquiétudes viennent du côté de la vente. Selon les grossistes en or, leurs transactions ont commencé à chuter en mars et sont restées assez faibles en avril. Depuis le 8 mars, les ventes globales chutent mois après mois. Leur volume a perdu environ 30%. Les investissements en or demeurent tièdes alors que de plus en plus d'acheteurs préfèrent attendre de voir ou utilisent une partie de cet or pour leurs propres besoins. Selon les analystes, la chute du prix de l'or cette année ne devrait pas générer la même ruée d'achat que celle constatée l'année dernière. On continue avec la 14e journée de la propriété intellectuelle. La fête de cette année met les films à l'honneur après un siècle de voyage. Les films sont à présent une passion mondiale, non seulement pour les personnes qui les regardent tous les jours, mais aussi pour les centaines de milliers de personnes qui travaillent derrière les écrans de cette industrie mondiale. L'événement de cette année est un hommage à ceux qui contribuent au film par leur créativité et leurs idées novatrices. La Journée mondiale de la propriété intellectuelle a été établie par l'Organisation des Nations Unies pour promouvoir la sensibilité aux droits de la propriété intellectuelle et encourager à l'innovation et à la créativité. La date a été choisie pour coïncider avec la date d'une convention clé de l'ONU pour promouvoir ces droits. Et un autre sujet qui fait la une de l'actualité en Chine est si on imprimait des immeubles. En effet, un nouvel ensemble de structures de petite taille sort du lot dans l'ouest de Shanghai. Elles ont été assemblées grâce à une technique appelée aussi manufacture additive, aussi connue sous le nom d'imprimante 3D. Ce sont les premières en Chine. D'une certaine distance, ces immeubles gris de la banlieue du district de Qingpu à Shanghai ressemblent à toutes les habitations temporaires utilisées sur tous les chantiers du pays. En réalité, ils ont été construits sans une seule brique, sans tuiles ou plaque de tôle. Si vous regardez attentivement, vous verrez ce qui diffère dans cette structure. Une imprimante 3D produit des plaques de 2 cm d'épaisseur. Les 10 structures coûtent 20 à 30 000 yuan chacune et elles serviront de bureau. Les 10 maisons ont été imprimées en un seul jour. Ma He et son équipe ont eu l'idée d'utiliser la méthode de la manufacture additive il y a 12 ans. Ils ont acheté les éléments d'une imprimante à l'étranger et assemblé le tout à Suzhou dans une usine. Ma dit que le cœur de la technologie repose dans ce qu'on peut appeler l'encre, c'est-à-dire une mixture de sable, de ciment et de fibres de verre. Les matériaux ont été transformés à partir de déchets de construction. C'est plus léger mais 5 fois plus dur que les matériaux de construction classiques. Toutes les couches sont fermement connectées entre elles. Elles ne se sépareront pas, ne s'effondreront pas. Dépendant de la taille du bâtiment désiré, l'impression peut se faire sur place ou les panneaux peuvent être livrés. Ensuite, les ouvriers utilisent des grues pour les assembler.
Les murs sont vides à l'intérieur. Les murs avec des colonnes sont imprimés avec des barres de métal à l'intérieur. Les ouvriers font couler du ciment directement dans les murs. C'est très simple à faire. Ça ne va pas à l'encontre des principes architecturaux, mais il est possible d'économiser 50% des coûts en matériaux. Ma dit qu'en raison du fait que les matériaux sont produits de façon numérique grâce à un système d'ordinateur central, il n'y a pas moyen de couper les coins. Aujourd'hui, il dit qu'il veut ouvrir davantage de centres de recyclage en Chine et il fait actuellement une demande de licence. Mais un professeur d'architecture de l'université Zhongji dit que la technologie doit encore être testée contre le feu, le temps avant de pouvoir être produit en masse. Et la fibre de verre n'est pas encore bien acceptée en Chine car elle peut affecter les systèmes respiratoires. Les experts disent que cette technologie sera surtout utilisée pour des structures temporaires ou des immeubles pour les pauvres. Et on passe au Qingdao, une ville du centre de la Chine où les plantes rares sont le clou de l'exposition horticole internationale cette année. L'événement offre ainsi aux visiteurs la chance de découvrir des variétés de plantes inhabituelles. Parmi elles, une fougère qui date de l'époque des dinosaures. Reportage. Il y a environ 180 millions d'années, la Dryopteris carthusiana était la variété de plantes la plus prospère de notre planète. Il s'agissait aussi de la source alimentaire principale des dinosaures. À l'époque des dinosaures, la Dryopteris carthusiana était partout sur Terre. Elle constituait une grande partie des forêts vierges. La majorité des espèces de cette période, dont les dinosaures font partie, s'est éteinte. Mais étrangement, la Dryopteris carthusiana a survécu. Toutefois, à cause des facteurs géologiques et des changements climatiques, son nombre a chuté et la Dryopteris carthusiana n'est maintenant visible que dans les régions tropicales et subtropicales du globe. Par le passé, la Dryopteris carthusiana pouvait pousser jusqu'à plus de 10 mètres de hauteur, et parfois même plus. Mais maintenant, étant donné qu'elle est influencée par les changements climatiques et géologiques, elle ne peut monter que jusqu'à 6 à 10 mètres. En plus de cette fougère, 2000 autres variétés de plantes rares de plus de 40 pays et régions sont aussi présentées cette année à cette exposition horticole internationale. L'événement se déroulera jusqu'à octobre. En Chine, outre la célèbre route de la soie, il existe une route du thé qui s'étend du sud du pays jusqu'à l'Europe occidentale. Du XVIIIe au XXe siècle, ce sont de considérables quantités de thé de Chine qui furent transportées par des chameaux vers l'Europe. En avril dernier, pour rétablir cette voie commerciale entre l'Asie et l'Europe, une caravane composée de 120 chameaux a emprunté la route du thé. Par temps de pluie et sous le soleil, sur les montagnes et les plateaux, durant 12 mois, la caravane a traversé au total 8 provinces chinoises, notamment la Mongolie antérieure, le Hebei, le Shanxi et le Hunan, parcourant ainsi plus de 5000 km. Le 28 avril, pour marquer cette expédition débutée l'an passé, ils sont arrivés à Pékin, capitale de la Chine, avec les meilleurs thés noirs tibétains et thés en briques récupérés sur la route. Pourtant, ce n'est là que la moitié de leur chemin. Après la marche de caravane, nous allons organiser une marche organisée par les véhicules de Pékin jusqu'à Paris. Depuis le 15 août jusqu'à le 15 octobre dans cette année. Pékin et Paris sont deux importants centres culturels du monde. Une fois à Paris, un dialogue entre le thé chinois et le vin français sera organisé au sein de l'UNESCO pour célébrer l'amitié entre les deux peuples. Et maintenant de l'art. Christie a clôturé sa seconde vente en Chine. Plus de 60 peintures de classe mondiale, dont la tête de femme de Picasso, étaient présentées à Shanghai. Bien que Picasso soit le plus célèbre des artistes dont les œuvres furent présentées à la vente, sa tête de femme de 1964 n'a pas reçu d'offre lors de la vente organisée à Shanghai. Elle fut vendue pour 9 millions de yuan à quelqu'un qui avait placé une offre avant la vente. Un enchérisseur italien indique que cela s'explique peut-être car le prix de réserve était trop élevé et que les gens peuvent trouver des œuvres similaires de Picasso en Europe pour moins cher. Il n'y avait pas beaucoup de choix, il n'y avait qu'un Picasso. Je pense probablement qu'à l'avenir, ils seront plus intéressés. Personnellement, j'adore l'art chinois et je n'achète d'ailleurs que cela.
En fait, plus de 80% des peintures de la vente sont les œuvres d'artistes chinois telles que la réflexion du moment de Wang Yidong. Mais l'enchère la plus élevée fut pour une œuvre de l'artiste américain Andy Warhol, auto-portrait avec un bras de squelette et Madonna, vendue pour 10 millions de yuan. La zone de libre-échange de Shanghai a permis de réduire ou d'éliminer les taxes sur les œuvres artistiques vendues aux enchères ici, ce qui a été apprécié par les enchérisseurs. C'est en effet une bonne chose. Avant, je devais aller à Hong Kong pour faire une enchère et je m'inquiétais du transport des articles. Désormais, nous pouvons faire cela dans cette zone, ce qui réduit fortement les coûts. Et un artiste américain en visite déclare que l'art chinois est en pleine croissance. Il y a une nouvelle génération de collectionneurs qui émerge. Les collectionneurs d'aujourd'hui n'existaient pas hier. Et je vais en rencontrer certains ici aujourd'hui également. La Chine fut le second marché au monde pour l'art et les antiquités en 2012, avec des ventes atteignant près de 14 milliards de dollars. Et pour terminer, la semaine de la mode des diplômés chinois à Beijing, où des centaines d'étudiants ont pu faire une démonstration de leur talent de styliste. À l'occasion de cet événement de la mode, quelques étudiants ont eu la lourde tâche de remettre au goût du jour des éléments traditionnels en les mêlant à des concepts de la mode moderne. Les modèles à la démarche féline portent des créations des étudiants de l'Université Union de Beijing qui ont tiré leur inspiration des antiques peintures murales des grottes de Dunhuang et des costumes de cette époque. Les étudiants en stylisme ont rénové les modes traditionnels grâce à des coupes audacieuses, des imprimés avant-gardistes et des techniques perfectionnées de tissage. Je suis inspirée par le plumage des perroquets. Nous avons utilisé l'imprimerie digitale pour recréer les peintures murales des grottes de Dunhuang. D'autres étudiants ont été inspirés par la dernière escale de la route de la soie. La ville de Xi'an fut la capitale antique de la mode chinoise il y a plus de 2000 ans. Les diplômés de l'université polytechnique ont incorporé quelques éléments scéniques de la ville dans leur design, dont les soldats en terre cuite et la grande pagode de l'oie sauvage. C'est la fin de votre journal. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur C'est demain.